Je m'appelle Julien Arnaud. J'ai 34 ans, et depuis que je suis en âge de tenir une pelle, j'ai les mains plongées dans la terre. Je suis architecte paysagiste, ou plus simplement, un artisan du vivant. J'ai fondé ma petite entreprise, Racines et Horizons, dans la magnifique région d'Annecy, où les montagnes veillent sur le lac comme des gardiens silencieux. Mon métier m'a appris la patience. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer une graine à germer, qu'on ne peut pas brusquer les saisons, et que même l'arbre le plus majestueux a commencé par être une vulnérabilité enfouie dans l'obscurité. Mais rien, absolument rien de ce que la nature m'avait enseigné ne m'avait préparé à l'hiver foudroyant qui allait s'abattre sur ma vie. Ce mardi-là, fin octobre, l'air sentait la pluie et les feuilles mortes. Je suis rentré à la maison plus tôt que prévu, les bottes lourdes debout après avoir planté une allée de bouleaux blancs pour un client. En poussant la porte de notre maison en bois, celle que j'avais rénovée de mes propres mains, je n'ai pas entendu notre musique habituelle. Il n'y avait qu'un silence de cathédrale, brisé par le froissement sec d'un tissu. Je suis monté à l'étage pour trouver ma femme, Clara, debout devant une valise en cuir. Cette vision m'a frappé avec la force d'un vent glacial en pleine poitrine. Elle pliait avec une délicatesse presque chirurgicale son foulard en soie couleur pêche, celui que nous avions acheté ensemble lors de notre voyage à Florence. « Je te quitte pour le professeur de musique de notre fils », a-t-elle dit. Elle n'a pas levé les yeux. Sa voix était douce, posée, presque éthérée, comme si elle commentait la couleur du ciel. Mon cœur a semblé se détacher de ses amarres pour sombrer quelque part au fond de mon ventre. Léo, notre petit garçon de 6 ans, était assis sur le plancher du couloir, dessinant des spirales avec un crayon pastel, jetant des regards entre la chambre et moi. Ses grands yeux noisettes, miroirs des miens, étaient remplis d'une confusion muette. « Qu'est-ce que tu viens de dire » ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée, non pas sous le coup de la colère, mais sous le poids d'une incrédulité vertigineuse. Clara a finalement levé les yeux vers moi. Il y avait dans son regard bleu une distance infinie, un voile d'indifférence qui m'a glacé le sang. Maxime Delcourt. Le professeur de piano de Léo au conservatoire. Nous nous voyons depuis 4 mois, Julien. 4 mois. Pendant que je passais mes journées courbées sur la terre, dessinant des jardins pour embellir la vie des autres, rentrant le soir les mains calleuses mais le cœur plein, elle construisait un monde où je n'avais plus ma place, avec l'homme qui apprenait les notes de musique à notre enfant. Papa. La petite voix de Léo a transpercé le brouillard qui envahissait mon esprit. Pourquoi maman met ses affaires dans la boîte? Clara s'est accroupie, lissant les cheveux bouclés de notre fils avec une grâce étudiée. Maman va aller vivre dans un nouvel appartement, mon ange. Avec Maxime. Tu te souviens de lui? Il joue si bien du piano. Il va beaucoup t'apprendre, lui aussi. Le visage de Léo s'est froissé, ses petites mains serrant son crayon jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je me suis agenouillé à mon tour, enveloppant Léo dans mes bras. Il sentait le biscuit et la lavande. J'ai fermé les yeux, ravalant le flot de désespoir qui menaçait de me noyer. Il n'avait pas besoin de voir son père s'effondrer. Il avait besoin d'un roc. Tu ne peux pas juste décider de l'emmener, Clara, ai-je dit, cherchant une voix calme, celle que j'utilisais pour apaiser. C'est mon fils. C'est notre maison. En réalité, Julien, je le peux. Elle a fermé la valise. Le cliquetis métallique a résonné comme un couperet. Mon avocat a été clair. La garde principale va souvent aux parents qui offrent le cadre le plus stimulant et prestigieux. Ton travail. C'est noble, Julien, la terre, les plantes. Mais c'est usant, irrégulier. Maxime est un artiste reconnu, il a une chaire au conservatoire, des relations, une stabilité intellectuelle et financière que tu ne pourras jamais offrir. La condescendance était si naturelle chez elle qu'elle ne s'en rendait même plus compte. 6 ans de mariage, et elle n'avait jamais vu la poésie de mon métier, seulement la terre sous mes ongles. Par la fenêtre de la chambre, j'ai aperçu une berline Jaguar grise, immaculée, se garant devant notre portail en fer forgé. Le profil de Maxime Delcourt se dessinait derrière la vitre, un col roulé noir, une chevelure argentée soigneusement coiffée, l'allure d'un homme qui n'a jamais eu à transpirer pour obtenir ce qu'il désire. C'est lui, a dit Clara en saisissant la poignée de sa valise. Dis au revoir à ton père, Léo. Nous allons être en retard pour son cours. Mon fils s'est cramponné à mon cou. Ses petites épaules tremblaient. Tout va bien se passer, mon grand, ai-je chuchoté contre sa joue.
Papa est là. Papa sera toujours là, comme le grand chêne du jardin. Je ne bouge pas. Clara l'a détaché de moi avec une douceur qui m'a semblé atrocement cruelle. Si j'avais laissé exploser ma rage, j'aurais hurlé, j'aurais brisé des objets. Mais la rage est un feu de paille qui détruit tout, y compris celui qui la porte. J'ai choisi de respirer. Clara, ai-je dit alors qu'elle franchissait le seuil. Si tu pars ainsi, tu détruis la confiance qui nous liait. Elle m'a offert un sourire triste. Julien, notre mariage était devenu un jardin d'hiver. Il n'y avait plus de lumière depuis longtemps. Je veux vivre en pleine saison. La porte s'est refermée. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu Maxime sortir de sa voiture de luxe, prendre la valise de ma femme, lui caresser la joue. J'ai vu Léo monter à l'arrière, son petit visage collé contre la vitre, ses lèvres formant le mot au papa. Puis, ils ont disparu au bout de l'allée. La maison m'a soudain paru immense. Le silence n'était plus paisible, il était assourdissant. La tasse de thé de Clara traînait encore sur l'îlot de la cuisine, ses partitions de musique éparpillées sur le piano droit que je lui avais offert pour nos 3 ans de mariage. J'ai marché jusqu'au jardin. Je me suis assis sur un banc de pierre, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la famille que je croyais avoir, pour mon fils arraché à son foyer, pour l'homme que j'étais et qui ne suffisait apparemment plus. Mais la terre nous apprend que la fin d'un cycle n'est que la préparation d'un autre. Je ne pouvais pas rester figé dans cet hiver. Il fallait que je comprenne. Le lendemain soir, j'ai poussé la porte de l'Écume des Pages, un café-librairie chaleureux tenu par mon ami d'enfance, Gabriel. C'était un homme sage, entouré de livres et de senteurs de thé au jasmin. Il a vu mon visage et a immédiatement retourné l'écriteau de la porte surfermée. Je lui ai tout raconté. La valise, les mots froids, le professeur de piano, la Jaguar grise. Gabriel a écouté en silence, me préparant une infusion réconfortante. L'ego est une chose terrible, Julien, a-t-il dit doucement en s'asseyant face à moi. Ta femme cherche une image, un reflet flatteur d'elle-même. Et ce Maxime lui offre ce miroir. Mais un miroir se brise facilement. Il a pris mon fils, Gabriel. Je me fiche de l'ego de Clara. Je veux que Léo rentre à la maison. L'idée qu'un homme qui a détruit ma famille élève mon enfant m'est insupportable. Alors, tu vas te battre. Mais pas avec les armes de la colère. Avec celles de la vérité. Ne cherche pas à le détruire, cherche à protéger Léo. Renseigne-toi. Les hommes comme Delcourt, qui séduisent les mères de leurs élèves, ont rarement une mélodie unique. C'est souvent une symphonie qui se répète. Ces mots ont semé une graine dans mon esprit. Les jours suivants, j'ai engagé Antoine Lefebvre, un chercheur privé discret, spécialisé dans les enquêtes généalogiques et familiales. Un homme doux, patient, qui ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à un détective. Pendant qu'Antoine faisait ses recherches, j'ai dû affronter la réalité de mon entourage. Mon beau-frère, Thomas, le mari de la sœur de Clara, m'a appelé. Nous avions partagé tant de randonnées dans les Alpes, tant de repas de famille. Julien, je suis désolé pour vous deux, a-t-il commencé, la voix fuyante. Mais Clara dit que tu l'étouffais, que tu étais trop terre à accent grave terre, incapable de comprendre ses aspirations. Elle a besoin de poésie. La poésie, Thomas? Tromper son mari pendant des mois et partir avec l'instituteur de son fils, c'est de la poésie, pour toi? Écoute, ne rends pas les choses plus dures. Clara est heureuse avec Maxime. Il est brillant. Léo va s'y habituer. Reste courtois, ne fais pas de vagues. C'est mieux pour tout le monde. Il avait choisi son camp. L'attrait du prestige, l'illusion du vernis social avaient eu raison de notre amitié. J'ai raccroché avec une tristesse infinie, réalisant que le processus de séparation est aussi un nettoyage de printemps, les relations superficielles s'envolent au premier coup de vent. Le véritable choc est venu de ma voisine, Madame Valadon. Une ancienne institutrice de 68 ans, qui passait ses journées à entretenir ses hortensias. Un matin, alors que je taillais machinalement ma haie, elle s'est approchée, les mains pleines de terre, tout comme moi. « Julien, mon garçon, je suis navré pour ton foyer », a-t-elle murmuré, ses yeux bienveillants plissés par le soleil. « J'aurais peut-être dû te parler plus tôt. Mais on n'aime pas briser le cœur des braves gens. » J'ai arrêté mon sécateur. « De quoi parlez-vous,
Madame Valadon? Elle a soupiré. La terre sous mes pieds a semblé se dérober. Ma respiration s'est bloquée. Clara n'était pas tombée amoureuse d'un professeur de piano par hasard. Elle cherchait perpétuellement à combler un vide en elle, une insatisfaction chronique, papillonnant d'homme en homme, de prestige en prestige, pendant que je construisais patiemment notre vie. Mon mariage tout entier n'avait été qu'une illusion dont j'étais le seul à croire à la réalité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis regardé dans le miroir. Qui étais-je? Un homme trahi, certes. Mais j'ai refusé de me voir comme une victime. Si Clara cherchait l'évasion, grand bien lui fasse. Mais mon devoir de père m'appelait. Je devais extraire Léo de cette mascarade. Le dossier qu'Antoine Lefèvre m'a remis quelques jours plus tard était accablant. Maxime Delcourt, le virtuose distingué, était un prédateur silencieux. En 15 ans de carrière dans différents conservatoires, de Lyon à Genève, puis Annecy, il avait laissé derrière lui un sillage de mariages brisés. Toujours le même profil, des mères d'élèves un peu perdus, en quête de reconnaissance artistique. Et pire encore, il avait été écarté de 2 établissements précédents après des plaintes de mari, résolu à l'amiable et étouffé pour éviter le scandale. Il se nourrit de la vulnérabilité, m'a expliqué Antoine en me tendant des copies de jugements de divorce passés et de témoignages recueillis avec tact. Il offre du rêve, de l'attention, puis quand la nouveauté s'estompe, il passe à une autre muse. Et pour Clara, ai-je demandé, craignant la réponse. Antoine a baissé les yeux. Julien. Clara continue de voir le galeriste d'art. Même depuis qu'elle a emménagé chez Maxime. Je n'ai ressenti ni colère ni jalousie. Juste une immense pitié pour cette femme que j'avais tant aimée, prisonnière de ses propres mensonges, incapable de trouver la paix. Et une terreur viscérale pour mon fils, plongé au cœur de ce théâtre de dupes. J'ai pris rendez-vous avec maître Élise Beaulieu. C'était une avocate spécialisée dans le droit de la famille, reconnue pour son humanité et sa rigueur. Dans son bureau lumineux, avec vue sur le lac d'Annecy, je lui ai posé le dossier sur la table. Je veux la garde de mon fils, maître, ai-je dit calmement. Je ne veux pas punir ma femme. Je veux simplement que Léo grandisse dans la vérité et la stabilité. Elle a étudié les documents avec une concentration absolue. Ses preuves sur Monsieur Delcourt sont précieuses, Monsieur Arnaud. Elles démontrent une instabilité chronique et un comportement parasitaire. Quant aux infidélités multiples de votre épouse, elles ne sont pas, en soi, un motif pour lui retirer la garde en France, mais elles dressent le portrait d'un cadre de vie instable pour l'enfant. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Cela va coûter cher. Pas seulement en frais d'avocat, mais en énergie émotionnelle. Ils vont essayer de vous dévaloriser. Ils attaqueront vos horaires, votre métier manuel, peut-être même votre caractère. Êtes-vous prêt? Pour financer cette bataille, j'ai pris la décision de vendre une partie de mon terrain, une vieille pépinière de roses anciennes que j'entretenais depuis mes débuts. C'était un sacrifice douloureux, arracher une partie de mon histoire pour sauver mon avenir. Mais les roses repousseront. Mon fils n'avait qu'une seule enfance. L'opportunité d'agir rapidement s'est présentée d'elle-même, tragiquement. Un samedi soir, à 1h du matin, mon téléphone a vibré. C'était Antoine. Julien, Maxime vient d'être arrêté par la gendarmerie. Quoi? Pourquoi? Conduite en état d'ivresse manifeste. Il revenait d'une soirée de gala. Il a embouti sa Jaguar contre le muret de la préfecture. Et le plus intéressant, il n'était pas seul. Il était avec la violoncelliste du conservatoire. Clara n'était pas avec lui. Un frisson m'a parcouru. La symphonie de Maxime déraillait. L'image de l'érudit stable s'effondrait. Où est Léo, a été ma seule question. Avec Clara, dans l'appartement de Maxime. Mais la gendarmerie va sûrement la contacter. Dès le lundi matin, maître Beaulieu déposait une requête en référé auprès du juge aux affaires familiales. La situation est critique, argumentait le document. L'enfant est exposé au mode de vie erratique et dangereux du nouveau conjoint de la mère, dont l'arrestation récente pour conduite en état d'ivresse n'est que le symptôme d'un déséquilibre profond. L'audience d'urgence fut tendue. La juge Amandine Rocher, une magistrate réputée pour sa bienveillance mais aussi son intransigeance envers les mensonges, a écouté les deux parties. Clara, blême, vêtue d'un tailleur sombre, tentait de minimiser l'incident de Maxime. Son avocat,
un homme verbeux et arrogant, a essayé de me dépeindre comme un artisan jaloux, incapable d'offrir l'éveil culturel dont Léo avait besoin. Mais Maître Beaulieu a été majestueuse. Elle n'a pas attaqué Clara. Elle a simplement posé les faits. Le dossier de Maxime. Ses renvois discrets. Ses conquêtes sérielles. Et enfin, le rapport de police de l'accident. La juge a tranché. Dans l'attente d'une évaluation psychologique et d'un jugement définitif, et au vu du danger potentiel lié à l'environnement actuel, la garde exclusive et provisoire est confiée au père. Madame bénéficiera de droits de visite médiatisés. Ce soir-là, Léo est rentré à la maison. Quand il a franchi le portail, il a couru vers moi, s'enfouissant dans ma veste de travail. Je l'ai soulevé, plongeant mon nez dans ses cheveux. « On va planter des graines, papa ?» m'a-t-il demandé, ses yeux brillant d'une joie qui m'avait tant manqué. « Autant que tu voudras, mon amour. On va refleurir tout le jardin. » Les semaines qui ont suivi ont été une période de guérison. J'ai réorganisé mon emploi du temps, prenant moins de chantiers éloignés pour être là à la sortie de l'école. Nous avons passé nos week-ends dans la nature. Je lui ai appris le nom des arbres, la façon dont les racines communiquent entre elles sous la terre pour se soutenir. Je voulais qu'il comprenne que la vraie force est invisible et silencieuse. Mais la paix est un équilibre fragile. Clara et Maxime n'avaient pas dit leur dernier mot. Maxime, suspendu du conservatoire suite au scandale de son accident, nourrissait une rancœur féroce. Ils ont fait appel de la décision. Ils ont commencé à monter un dossier contre moi, engageant des témoins de moralité pour affirmer que je manipulais Léo. La pression est devenue étouffante. Un jour, alors que je sortais du supermarché avec Léo, Maxime s'est approché de nous. Il avait récupéré sa Jaguar du garage, les tôles refaites, brillantes et insolentes. « Tu te crois malin, le jardinier ?» a-t-il sifflé, s'assurant que Léo était un peu plus loin, fasciné par un chien. « Tu as gagné une bataille avec tes petits dossiers minables. Mais Léo appartient à un autre monde maintenant. Clara le récupérera, et on t'effacera de l'équation. » Il m'a regardé avec un tel mépris, une telle assurance, que quelque chose s'est fissuré en moi. J'avais tenu bon si longtemps. J'avais été le roc, le sage, le parent responsable. Mais la douleur de la trahison, l'épuisement des nuits sans sommeil, la peur panique de perdre mon fils sont remontés à la surface comme une coulée de boue. Ce soir-là, après avoir couché Léo et m'être assuré que la babysitter veillait sur lui, j'ai commis l'erreur de ma vie. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis laissé aveugler par mon ombre. J'ai conduit ma camionnette jusqu'à l'immeuble chic où vivait Maxime. Sa Jaguar était garée dans la rue. À l'arrière de mon utilitaire, j'avais 1 mètre cube de compost organique très riche, une terre sombre, odorante, presque visqueuse, destinée à un chantier. Dans un état de transe, j'ai reculé ma camionnette, j'ai ouvert les ridelles et, à l'aide de ma pelle, j'ai déversé des dizaines de kilos de ce compost humide sur le capot immaculé de sa voiture de sport. J'en ai recouvert le pare-brise, j'en ai poussé dans les grilles d'aération. Tiens, ai-je murmuré pour moi-même, le souffle court. Un peu de terre pour ton monde artificiel. Pendant 3 minutes, la satisfaction fut grisante. Puis, le râteau m'est tombé des mains. Le froid de la nuit m'a saisi. Qu'est-ce que je venais de faire? J'étais un créateur, un soigneur, et je venais de me comporter comme un voyou. J'ai regardé mes mains, ces mains qui plantaient la vie, tremblantes de rancœur. J'ai remonté dans ma camionnette, le cœur lourd de honte, conscient que je venais d'offrir à mes adversaires l'arme parfaite pour me détruire. Dès le lendemain, la police sonnait à ma porte. Une caméra de surveillance d'une boutique voisine avait filmé ma camionnette. J'ai tout avoué, sans chercher d'excuses. J'ai payé la contravention, j'ai remboursé les frais de nettoyage de la voiture, et j'ai accepté une convocation pour dégradation de biens. Quand j'ai appelé Maître Beaulieu, le silence au bout du fil fut lourd. Julien. Pourquoi, a-t-elle demandé, non pas en avocate, mais avec une réelle déception. Nous avions gagné. Vous étiez inattaquable. J'ai craqué, Élise. J'ai eu peur, j'étais épuisé. Je suis humain. Ces 2 semaines furent une descente aux enfers. J'ai cru perdre la raison. L'idée que ma seule faiblesse puisse me coûter mon fils me torturait. J'ai passé des nuits dans le jardin, à désherber à la lampe frontale, punissant mon corps pour apaiser mon esprit. Gabriel,
mon ami de la librairie, est venu m'aider un soir. Tu as trébuché, Julien, a-t-il dit en arrachant des ronces à mes côtés. Un arbre perd parfois une branche sous la tempête. Mais ses racines restent. N'oublie pas qui tu es à cause d'une seule erreur. Au tribunal, ne te défends pas en attaquant. Assume. Montre à la juge l'homme que tu es vraiment. Le jour de l'audience finale, le ciel d'Annecy était clair, la lumière rasante d'un matin de novembre. Clara et Maxime sont arrivés ensemble, bras dessus, bras dessous, affichant l'image d'un front uni et respectable. Clara portait ce regard de victime qu'elle maîtrisait si bien. La salle d'audience semblait chargée d'électricité. La juge Rocher a ouvert la séance avec une gravité palpable. L'avocat de Maxime s'est levé en premier. Il a été brillant, impitoyable. Il a projeté des photos de la Jaguar recouverte de terre. Il a lu mon casier, désormais taché par cette plainte pour vandalisme. Madame la juge, comment confier un enfant en bas âge à un homme qui, sous le coup de la contrariété, se livre à des actes de vandalisme aussi primitifs? Monsieur Arnaud est un homme en colère, obsédé par la vengeance, incapable d'offrir la sérénité à Léo. À l'inverse, ma cliente a recréé un foyer stable, cultivé et paisible avec Monsieur Delcourt, qui a d'ailleurs entrepris des démarches de réhabilitation après son malheureux accident de voiture. Puis, ce fut au tour de Clara de s'exprimer. Elle a pleuré, de vraies larmes sans doute, nées de la peur de perdre son rôle de mère. Elle a décrit notre mariage comme une prison de boue et de silence, et Maxime comme sa renaissance. Elle m'a décrit comme un homme effrayant depuis la séparation. Mon tour est venu. Maître Beaulieu a posé sa main sur mon bras pour m'encourager, mais je lui avais demandé de me laisser parler. Je me suis levé, regardant la juge Rocher dans les yeux. Madame la juge, je ne chercherai aucune excuse pour mon acte de vandalisme. C'était stupide, indigne de mes valeurs et de l'exemple que je veux donner à mon fils. J'ai agi par épuisement, par peur, et par une immense tristesse face à la destruction de ma famille. J'ai assumé les conséquences légales et financières de cet acte. Je l'ai réparé du mieux que j'ai pu. J'ai pris une profonde inspiration, balayant la salle du regard pour finalement me fixer sur Clara. Mon métier m'apprend que la terre ne ment pas. On récolte ce que l'on sème. Mon épouse et Monsieur Delcourt essaient de vous convaincre que cet acte isolé définit qui je suis. Mais qui je suis, c'est l'homme qui se lève à 6 heures du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner de Léo. C'est l'homme qui lui lit des histoires, qui l'écoute pleurer quand sa mère lui manque, et qui ne dit jamais un mot de travers sur elle devant lui, pour protéger son innocence. Je suis tombé, madame la juge, oui. Mais je me suis relevé. Et mon seul but dans cette vie est d'offrir à Léo un sol fertile pour qu'il puisse grandir en paix. Le silence dans la salle était dense. Mais la surprise de cette audience, celle que personne n'attendait, fut la demande de la juge de parler avec Léo. À la demande de l'avocat de Clara, qui espérait prouver que Léo avait été traumatisé par moi, l'enfant devait être entendu. La juge avait accepté une audition informelle dans son bureau, accompagnée d'un psychologue infantile, pendant que nous patientions dans le couloir. L'attente fut la plus longue demi-heure de ma vie. Clara faisait les 100 pas, Maxime tapotait l'écran de son téléphone avec nervosité. Je suis resté assis, les mains jointes, priant silencieusement l'univers. Lorsque nous avons été rappelés, la juge Rocher avait une expression adoucie, mais ferme. J'ai entendu Léo, a-t-elle commencé, joignant les mains sur son bureau. Un enfant de 6 ans perçoit le monde avec une clarté que nous, adultes, tentons souvent d'obscurcir avec de grands mots. J'ai demandé à Léo s'il avait peur de son papa, suite aux inquiétudes soulevées par la mère. Elle a fait une pause, regardant Clara. Léo m'a répondu, papa est comme un grand arbre. Parfois il est triste parce qu'il pleut, mais il me protège toujours du vent. Il n'a formulé aucune crainte à votre égard, monsieur Arnaud. En revanche, il a exprimé une grande anxiété quant à son séjour chez vous, madame. Il ressent l'instabilité de votre couple avec monsieur Delcourt. Il entend les disputes, les tensions. Le visage de Maxime s'est crispé. Clara s'est effondrée sur sa chaise. Monsieur Arnaud, votre acte de vandalisme est intolérable, a poursuivi la juge d'une voix qui claquait comme un fouet. Et je ne le prends pas à la légère. C'est pourquoi, bien que je vous maintienne la garde principale exclusive, vous devrez vous soumettre à un stage de gestion des conflits et de communication parentale. De plus, madame bénéficiera d'un droit d'hébergement classique, un week-end sur 2,
sans la présence obligatoire de tiers, mais sous la stricte condition que M. Delcourt ne soit pas impliqué dans l'éducation quotidienne de l'enfant. Le marteau a frappé son socle. C'était fini. J'avais gagné, non pas par la guerre, mais par la vérité d'un enfant de 6 ans. Dans les couloirs du palais de justice, alors que la lumière de midi inondait les grandes baies vitrées, Clara s'est approchée de moi. Maxime était resté en retrait, déjà sur son téléphone, son esprit sans doute tourné vers de nouveaux horizons, de nouvelles fuites. Les yeux de Clara étaient rouges, dépourvus de l'arrogance qui l'habitait le jour où elle avait fait sa valise. « Tu as gagné, Julien » a-t-elle murmuré. J'ai regardé cette femme que j'avais épousée. Je ne voyais plus un monstre de trahison. Je voyais une femme profondément insécurisée, courant après des mirages, incapable d'apprécier la beauté simple du quotidien. L'amertume m'avait quitté. Il ne restait qu'une profonde compassion. Il n'y a pas de gagnant, Clara. Léo a perdu l'illusion d'une famille unie, et nous avons perdu nos repères. Mais nous restons ses parents. Je ne te priverai jamais de lui. Construis-toi. Sois heureuse, vraiment heureuse. C'est tout ce que je te souhaite, pour que tu puisses être la mère qu'il mérite. Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, et s'est éloignée sans un mot de plus. Le printemps est revenu sur Annecy avec une douceur éclatante. Dans le jardin, la nature avait repris ses droits. La pépinière que j'avais vendue me manquait parfois, mais l'essentiel était là, à portée de main. Ce soir-là, le ciel s'embrasait de teintes orangées et rosées au-dessus du lac. Léo était accroupi dans la terre, maniant une petite truelle que je lui avais offerte. Ses mains étaient sales, son visage barbouillé, et il rayonnait. « Papa, regarde. Le bulbe qu'on a planté cet hiver, il a fait une tige. » Je me suis approché et je me suis agenouillé près de lui. En effet, une petite pousse verte, courageuse et fragile, perçait la terre sombre. « Tu vois, Léo » ai-je dit en passant un bras autour de ses épaules, respirant l'odeur de la terre et de l'enfance mêlée. Parfois, les choses doivent rester longtemps dans le froid et le noir avant de trouver la force de grandir vers la lumière. Mon fils a posé sa tête contre mon épaule. L'avenir ne serait pas un long fleuve tranquille. Il y aurait des coparentalités complexes, des blessures à penser, des doutes à dissiper. J'avais appris que j'étais faillible, capable du pire comme du meilleur. Mais j'avais aussi appris à définir mes limites, à respecter ma propre valeur, et à comprendre que la dignité ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la façon dont on se relève. Le vent a fait bruisser les feuilles du grand chêne au-dessus de nous. J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur du soleil couchant sur mon visage. Mon cœur, autrefois un champ de ruines, ressemblait de nouveau à un jardin. Et cette fois, il était prêt à fleurir pour de bon.